Selon Heidegger, on reconnaît une question philosophique à deux traits fondamentaux. D'abord, elle ne se pose pas seulement comme un problème particulier, mais elle renvoie à l'ensemble des questions de la philosophie. Ensuite et surtout, celui qui questionne est lui-même compris dans la question. Quelle est la question la plus radicale de la philosophie? Quelle est la question dont on peut dire que celui qui questionne y est nécessairement impliqué, qu'il est forcément pris dans la question qu'il pose? Alors pour Heidegger, c'est bien entendu, comme chacun sait, la question de l'être ou la question du temps. Bien sûr, dans mon existence, il y va de mon être. Je suis l'existant, le Dasein, qui se pose la question du sens ou de la vérité de l'être. Néanmoins, je ne suis pas l'être comme tel. Je ne suis pas l'être en tant qu'être, mais seulement un étant parmi d'autres étangs, même cet étant a une position privilégiée. De même, j'existe temporellement. Je suis peut-être la source ultime du temps, mais je ne suis pas le temps comme tel. Et donc, ni la question de l'être, ni la question du temps me paraissent obéir de manière radicale à la seconde condition, au second réquisite posé par Heidegger. À savoir que celui qui questionne doit être absolument impliqué dans sa question. N'y aurait-il pas une question dans laquelle, moi qui questionne, je serais absolument impliqué en tant que moi-même, absolument compris dans la question? Je me demande si cette question la plus radicale ou la plus radicalement philosophique ne serait pas la question « Qui suis-je ? Qui est moi ?» En effet, celui qui questionne en se demandant « Qui suis-je » n'est pas seulement pris dans cette question, il ne fait plus qu'un avec la question elle-même. Il ne s'agit pas d'une question que je poserai sur un objet extérieur, mais il s'agit d'une question que je suis moi-même, une question absolument indissociable de moi, bien plus que toutes les autres questions. Ainsi, si la proximité ou si l'identité entre celui qui questionne et l'enjeu de sa question caractérise la démarche philosophique, alors il faut en conclure que la question qui porte sur le moi, que la question qui suis-je, est la question la plus radicale de la philosophie. La question portant sur le moi, sur l'ego, et non pas celle qui porterait sur Dieu, sur la vérité, sur l'être, sur le temps, que sais-je encore. Et cela, bon, en un certain sens, ce n'est pas une nouveauté. C'était déjà au cœur même de la démarche de Descartes. Mais aujourd'hui, cette question semble tomber dans l'oubli, elle semble rejetée pour toute une série de raisons. Cela dit, si nous considérons le mouvement de la pensée contemporaine, il apparaît que la grande majorité des penseurs entre-temps tendent à récuser ce type de question, à poser que l'objet de cette question, qui suis-je moi, n'en est pas un, qu'il est essentiellement illusoire, imaginaire, métaphysique, bref qu'il s'agit d'un leurre qu'il faudrait dissiper, d'une illusion à déconstruire. Cette tendance extrêmement importante, massivement dominante de nos jours, je propose de l'appeler égicide. Ceux qui assassinèrent le roi furent désignés comme des régicides, ceux qui proposent de déconstruire l'ego, nommons-les des égicides. Selon Heidegger, il faut déconstruire la métaphysique moderne du sujet, qui est une phase extrême de l'oubli de l'être. Et l'ego ne serait qu'un des modes de cette subjectivité métaphysique. Selon les avancées les plus récentes de la psychanalyse, là je pense à Lacan, le moi n'est qu'une illusion imaginaire, l'effet d'une identification où le sujet se laisse aliéner par son reflet dans le miroir. Pour d'autres auteurs plus radicaux, et là il faudrait relire Deleuze ou Lyotard, il n'y aurait ni moi, ni sujet, ni individu, mais seulement des événements anonymes, des singularités pré-individuelles dispersées sur un plan d'immanence. Ou bien il n'y aurait que des phrases dont chacune présenterait son destinateur, son sujet, à chaque fois différent, qui naît avec sa phrase et disparaît avec elle. En effet, on pourrait faire remarquer que tous les hommes de tous les temps se considèrent comme des moi, se vivent comme moi. Et cela, le langage même en atteste. Vous savez que certaines langues ne connaissent pas notre distinction entre présent, passé, futur, que d'autres langues se passent du verbe être, mais toutes les langues connues comportent une première personne du singulier.
l'être, le temps, Dieu lui-même, ne se disent pas en toute langue. En revanche, il n'y a pas de langage humain qui ignore le jeu. Même la parole du psychotique, la parole du fou, lorsqu'il affirme que je ne suis plus moi-même, que je me sens devenir un autre, ou encore qu'il profère, comme Nietzsche, au moment de sombrer, que tous les noms de l'histoire, c'est moi. Vous voyez, à chaque fois, on a affaire à un noyau absolument irréductible qui ressurgit au moment même où on pourrait croire qu'il devait disparaître, se dissoudre. Cela dit, on peut se demander si l'égicide contemporain, qui se fonde d'une révocation de l'ego cogito, est en mesure de résister à l'argument central de Descartes. Au fond, pour tous ces auteurs, il y aurait une instance étrangère à moi-même, disons un autre égale X, qui engendre en moi l'illusion que je suis moi-même. Il y aurait un autre, qu'on pourrait désigner comme une fiction d'imagination, comme une illusion de la raison pure, qu'on pourrait nommer volonté de puissance, oubli de l'être, inconscient, idéologie, bon, toutes sortes de termes. Un autre qui me tromperait toutes les fois que je crois être moi. Et pourtant, c'est moi que cet autre s'efforce de tromper. En faisant de moi la cible de sa ruse, il me révèle donc que j'existe. Et plus il s'acharne à me nier, plus il me confirme dans mon existence. Si me fallit ego sum, disait Descartes, s'il me trompe, je suis. Ainsi, on peut se demander si l'objection cartésienne, objection que Descartes dirigeait contre cet autre trompeur qu'il appelait tantôt malin génie, tantôt Dieu trompeur, bon, laissons de côté cette distinction, on peut se demander si l'objection cartésienne ne continue pas à garder toute sa force contre les auteurs contemporains que j'ai proposé d'appeler égicides. Ainsi, les réfutations modernes du cogito auraient déjà été réfutées par Descartes. Et si l'argumentation cartésienne reste encore valide, alors la conclusion qu'en tire Descartes ce serait tout autant. Je suis, j'existe, cet énoncé résiste à toutes les tentatives pour le réfuter, il est nécessairement vrai, il est une vérité absolue. Mais il me semble que toutes les tentatives qui, disons, depuis Hume, jusqu'aux avancées les plus récentes de la psychanalyse ou de la déconstruction, toutes les tentatives qui sont efforcées de récuser l'ego, n'ont pas pris en compte la radicalité de l'argument du malin génie, qui permet de refonder l'ego à travers et malgré sa plus radicale négation. Il y a donc un noyau de vérité absolument irréductible dont nous ne pouvons pas ne pas tenir compte si nous voulons penser ce qu'est le moi. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, si on veut faire une approche, disons, de type historique, c'est de remarquer que, à chaque fois que l'on tente de refonder la vérité de l'ego cogito, une tendance surgit qui s'efforce au contraire de le destituer, et cette destitution se radicalise pour s'achever dans une radicale destruction. Ainsi, lorsque Spinoza pose au livre de l'Éthique, pose comme un axiome que homo cogitat, l'homme pense, il est clair qu'une telle proposition ne désigne pas chez lui une vérité première, comme c'était le cas chez Descartes, une vérité absolument nécessaire, mais simplement l'existence de fait d'un homme, homo, qui pourrait très bien ne pas exister. Ainsi, l'évidence du cogito n'est pas anéantie, elle est maintenue mais à une place subalterne, elle est subordonnée à celle de la substance divine infiniment infinie, dont notre âme n'est jamais qu'un mode fini. Vous remarquerez d'ailleurs que cette proposition, homo cogitat, l'homme pense, ne s'énonce plus en première personne comme un je pense, comme un ego cogito au sens strict. Et donc elle ne désigne plus ma pensée singulière, qu'elle désigne la pensée universelle et neutre de l'homme en général. Ainsi, à la position cartésienne de l'ego succède ce que j'appellerais une déposition, ou si l'on veut une destitution, qui le maintient mais qui le déloge de sa place souveraine. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que cette première destitution de l'ego sera bientôt suivie d'une seconde déposition, plus radicale, d'une destruction, où l'identité du moi se verra dénoncée comme une pure et simple illusion. Cette tâche devait échoir à David Hume,
Pour Hume, vous le savez, il n'existe pas de substance permanente, il n'existe pas d'identité réelle ou d'existence continue. Il n'y a jamais que des impressions fugitives qui se succèdent de manière discontinue entre perceptions. Et c'est une fiction de l'imagination qui crée l'apparence d'une identité personnelle entre moi. En fin de compte, lorsque nos contemporains de Nietzsche à Deleuze s'en prennent à la vérité de l'ego, ils ne font bien souvent que reprendre les arguments de philosophes écossais. Désormais, l'unité de notre vie se dissout dans une multiplicité d'impressions, d'événements, d'états de conscience dissociés les uns des autres. Comme ces amnésiques qui à chaque instant oublient ce qu'ils ont vécu à l'instant précédent, nous voilà condamnés à une existence ponctuelle, enfermés dans un présent immédiat, incapables d'assumer notre passé, de nous projeter vers notre avenir. Alors, c'est contre cette tendance qui vise à dissoudre la vérité de l'ego, tendance qui, encore une fois, se répète à intervalles réguliers tout au long de l'histoire de la pensée moderne, c'est contre cette tendance que j'en appellerai à un retour à l'ego cogito, c'est-à-dire un retour à la vérité initiale de la pensée cartésienne. Pour moi, cette pensée garde aujourd'hui toute sa force et la tâche d'une refondation de l'ego reste aujourd'hui, pour nous, une tâche fondamentale de la philosophie. Ah